En 1902, 5 ans après que les frères Lumière aient déposé leur brevet de cinématographe, Georges Méliès, passionné de prestidigitation et alors propriétaire du théâtre Robert Houdin, nous offre Le Voyage dans la Lune, inspiré du roman de Jules Verne De la Terre à la Lune. Après une centaine de petits courts-métrages au trucage éblouissant pour l'époque, Le Voyage dans la Lune sera le premier film de science-fiction dans l'histoire de l'humanité et connaîtra un succès mondial. Le film sera aussitôt copié par Edison et suscitera de nombreuses inspirations, voire imitations. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. Certains auteurs aiment raconter des histoires reposant sur des progrès technologiques d'un futur plus ou moins lointain. Les intrigues qu'ils déroulent peuvent se passer sur Terre ou dans l'espace, sur des exoplanètes ou dans des univers parallèles aux nôtres. Ils aiment anticiper en utilisant des éléments technologiques et parfois même psychiques, inconnus voire impossibles en l'état actuel de nos connaissances. Et à l'aide de leur imagination, ils explorent le voyage dans le temps, les voyages interstellaires, les rencontres avec des extraterrestres, les catastrophes et guerres apocalyptiques, les sociétés dystopiques et surtout la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, à savoir l'intelligence artificielle, les clones et les robots. Nous sommes toujours dans la fiction, n'est-ce pas? Amateur. Just joking. So what can you do? Can you wave your hands? Of course. Do you have any questions for me? Are you married? I am not married. Desire and want is a human emotion, and us robots do not feel emotion. That's good to know. Thank you. On pourrait finir par croire que tout ce qui vit dans la tête des humains, que ce soit des images ou des concepts issus de notre profondeur imaginative ou hérités de la culture environnante, tout ce qui vit dans notre psyché collective tend à se manifester un jour dans notre réalité physique. C'est évident, me direz-vous, nous sommes des créateurs de réalité. Mais qu'en est-il des tachyons? Soyez patients, ils arrivent par le même chemin. Captain, we're being hit by a field of energetic tachyons penetrating the hull. Si les États-Unis et l'Union soviétique s'engagent dans une guerre totale, l'impact de l'explosion en découlant produirait une onde massive de tachyons, particules voyageant à rebours à travers ce que vous, humains, considérez comme le temps. À travers les films, les romans, les séries télévisées et les jeux vidéo, les tachyons sont entrés dans notre psyché collective. Ils existent déjà avant même que nous ayons pu démontrer scientifiquement leur existence. Bonsoir. Le temps des tachyons. Nous vivons, naturellement, sans nous en rendre compte, immergés dans l'invisible. Car nous sommes arrosés par une pluie permanente de rayons cosmiques qui proviennent du Soleil ou de l'espace extra-atmosphérique. Photons, protons, noyaux d'hélium, rayons gamma, particules alpha, neutrons, positons, antiprotons, neutrinos, etc. sont apparus au regard des scientifiques au fil du temps. L'existence du neutrino, par exemple, fut une hypothèse proposée en 1930 par le physicien Wolfgang Pauli et ne sera découvert qu'en 1956, soit 26 ans plus tard, par Clyde Cowan et Frederick Reines. L'évidence aujourd'hui est que chaque seconde, 65 milliards de neutrinos frappent le moindre centimètre carré de la surface terrestre à une vitesse proche de celle de la lumière. Et cela depuis la nuit des temps. Quant au boson de Higgs, communément appelé particule de Dieu et conceptualisé en 1964, il sera découvert en 2012, soit 50 ans plus tard. Alors, qu'en sera-t-il des tachyons? Cette tour est un catalyseur d'énergie à tachyons. Des particules qui se déplacent à une plus grande vitesse que la lumière. Nous les avons découvertes il y a 40 ans. Vos physiciens en sont encore à se demander si elles existent.
Certaines des particules qui nous arrivent sur Terre sont produites à des milliards d'années-lumière de notre planète. Il en serait ainsi des tachyons, apparemment vus comme des particules premières issues du Big Bang originel. Si Big Bang, il y a eu. Ici, un tachyon modélisé. Cette particule serait si spécifique qu'en pénétrant notre champ de réalité, elle manifesterait d'étranges propriétés qui iraient à l'encontre de tout ce que nous ont appris la physique expérimentale et la physique théorique depuis plus d'un siècle. Je ne vais pas ici vous faire une thèse sur les tachyons, mais voici quand même quelques extraits vidéo que j'ai traduits pour vous qui en parlent mieux que je ne saurais le faire. Ceci afin de rendre plus compréhensible ce que je vais vous partager ensuite. It's a well-known fact that nothing can travel faster than the speed of light. The universal speed of light is 300,000 kilometers a second. In Einstein's theory of special relativity, only massless particles like the photon travel at the speed of light. All other particles travel slower. Theoretically, more physicists believe that faster-than-light particles cannot exist because they violate known laws of physics. If such particles existed and could carry signals faster than light, then according to Einstein's theory of relativity, they would break causality, leading to logical dilemmas like the grandfather paradox. Prenons un instant pour comprendre ce fameux paradoxe du grand-père. Un voyageur temporel remonte dans le passé et tue son grand-père avant même que ce dernier ait pu avoir des enfants. De ce fait, ce voyageur n'a donc jamais pu venir au monde. Mais dans ce cas, comment a-t-il effectué son voyage et tué son grand-père? Ce paradoxe logique a d'abord été limité au fantastique et à la science-fiction, puis a fini par être considéré sérieusement quand il est apparu que les équations de la relativité générale d'Einstein autorisaient des voyages dans le temps. So, does this mysterious particle really exist? Well, let's find out. You might have come across the term tachyons in science fiction and faster-than-light travel or communication. The term tachyon, which comes from the Greek word tachys, which means fast, was coined by the late Gerald Feinberg of Columbia University. According to physical theory, tachyons are hypothetical particles that travel faster than light and have imaginary masses. They are merely hypothetical since they break several established physics laws, such as general theory of relativity, and their existence indicates that the theory that contains them is unstable. Let's look more closely at what hypothetical tachyons are, what they mean, and how they relate to other physical theories. The existence of tachyons can lead to paradoxes involving time travel. Normally, events are determined solely by what has occurred in the past. However, features of Einstein's theory suggest that a tachyon could be identified before it formed. Most of us don't think that tachyons are real. If they are real, they give rise to some strange phenomenon. You know, if I had a tachyon gun and fired it at you, then according to some people watching it, they would say the tachyon hit your body before I pulled the trigger. Tachyons wreak havoc on notions of causality. So for that reason, many of us don't think that these things are real. Because the presence of a tachyon would contradict Einstein's extraordinarily successful theory, a claim of tachyon detection would necessitate extraordinary evidence. Does Einstein's theory of relativity state that nothing can travel faster than light? Well, it simply argues that nothing with a mass greater than 0 can travel to the speed of light or higher, because this would demand infinite energy and result in an infinite mass. Only massless particles, like photons and gluons, can travel at the speed of light. As a result, according to relativity theory, a particle will not be able to accelerate faster than the speed of light. Whoa! Didn't Einstein already tell us that nothing can go faster than the speed of light? Well, he sort of did, but there's a little loophole. And the loophole is Einstein's special relativity actually shows us that nothing can start out slower than the speed of light, then speed up and cross the speed of light barrier into the faster than speed of light realm. You can't cross over. But that at least opens the possibility that maybe there's a particle that always and forever
is traveling faster than the speed of light, so it never needed to cross over the barrier. But what if it was always that fast, from the beginning of time? What if it was created in this manner during the Big Bang? If such a particle existed, it would be unable to slow down to slower than the speed of light. It would have the strange property of requiring less energy as its velocity increased, hence approaching its lowest energy state as it reached infinity speed. To slow down to the speed of light, on the other hand, would require infinite energy, and hence would never be able to cross that speed barrier. As a result, particles traveling at different speeds on either side of the speed of light encounter a two-way barrier. That would not violate the laws of relativity, but it would have some strange properties. La théorie scientifique des tachyons est une telle bizarrerie qu'elle bouscule notre esprit logique. En effet, pour le monde de la physique classique newtonienne, la vitesse de la lumière est la vitesse ultime, indépassable, comme le fut à un moment de son histoire le fameux mur du son. Mach 1, la vitesse du son. En ce temps-là, un exploit irréalisable. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux accélérateurs de particules, nous en poussons certaines à des vitesses proches de celles de la lumière, qu'un jour ou l'autre, nous dépasserons. À ces vitesses extrêmes, les lois qui régissent notre univers n'ont plus cours, d'où les propriétés étranges des tachyons, s'ils existent. Une question alors s'impose. Si les tachyons sans masse vivent dans leur dimension superluminique, et nous, humains, dans notre dimension terrestre dense, où rien ne dépasse la vitesse de la lumière, comment la rencontre entre ces particules et nous peut-elle avoir lieu? C'est là qu'apparaissent les chambres à tachyons. The chamber that I have here works through wormhole technology. Again, the whole physics and mathematics of the wormhole have been elucidated by Einstein together with another very famous mathematician called Rosen. So the proper technical term for a wormhole is an Einstein-Rosen bridge. The wormhole technology that's embedded in the crystals in the chamber bring the tachyons directly from space and concentrate them in the chamber itself. The chamber is comprised of three parts. There's sacred geometry, there are crystals which have been technologically altered in this way, and also noble metals. Tachyons work on three basic components. One is the underlying energy level in the body. The second, it seems to have a very positive effect also on the immune system. A lot of immune disorders are very much ameliorated. And thirdly, it has a very profound effect on electrosmog. This is a very underappreciated toxin in our daily lives since the 1990s, where we now live in an absolute sea of low vibration electromagnetic radiation, which is very injurious, especially to our DNA. Lorsque j'écoute et regarde cet homme, j'ai l'impression qu'il est gêné, qu'il se retient. Est-ce qu'il nous cache quelque chose? Qu'il ment? Ou serait-ce au contraire qu'il ne peut pas tout dire? Car pour certaines personnes, il peut se passer des choses très particulières avec les tachyons. Et aujourd'hui, la théorie des trous de verre n'est plus pour moi une théorie. Je peux l'affirmer, pour en avoir franchi des comme celui-ci dans la chambre à tachyons de Paris. Je vous en reparle en fin de film. Petite question de néophyte. Si la matière est de l'énergie condensée, et si l'énergie primordiale à l'origine de la matière est la lumière, pourrait-on envisager que toute matière contient ou émet encore de la lumière? C'est ce que mirent en évidence Semyon et Valentina Kirlian en 1939, avec ce qu'on appelle l'effet Kirlian. S'il en est ainsi de la simple matière, alors que dire de l'être humain, constitué de plusieurs champs d'information allant du plus dense au plus subtil?
Son enveloppe corporelle, dit corps physique, sa dimension la plus dense, celle de son énergie vitale, plus éthérée, celle de ses émotions, de son mental, de son psychisme, de sa conscience, de son âme, etc., etc. Les noms et quantités de dimensions qui constituent l'être humain varient selon les enseignements holistiques, et les couleurs ici ne sont que symboliques. Bien que vibrant chacun sur des plans de fréquences différents, ces corps énergétiques, donc informationnels, forment la part immatérielle de l'homme et émettent un champ électromagnétique pouvant être perçu par certains comme un léger halo de lumière colorée qu'on appelle aura. Alors ne soyez pas surpris si votre chair vous regarde parfois d'une étrange façon. Car même recouverte de peau, notre vie intérieure partage constamment toutes ses données intimes avec l'univers. C'est le principe même du vivant. Il m'apparaît donc que les tachyons réinitialisent les corps subtils abîmés des êtres avec des informations négantropiques, c'est-à-dire qui s'opposent au chaos, qui tendent vers l'harmonie. C'est une réinformation de vie originelle dont le corps physique profite naturellement par effet de cascade. On peut penser alors, non sans raison, que la chambre à tachyons est finalement un outil de soin et d'expansion de la conscience. Un autre outil spécialement dédié à la guérison du corps physique serait ce mystérieux medbed, une technologie issue de la même source que les chambres à tachyons. Ces dernières sont une réalité. Pour les medbeds, j'attends de voir. Le medbed, ou lit médicalisé dit militaire, est une technologie de guérison totale du corps physique. Les medbeds ont été offerts par les Pléiadiens à l'humanité en 1945. Ce n'est donc pas une technologie humaine. Elle est utilisée secrètement par l'armée US depuis 1950 et peut-être également par d'autres. Son fonctionnement est basé sur l'énergie des particules de tachyon et l'énergie plasmatique à un niveau subatomique. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est donc pas une technologie humaine. Quelle personne raisonnable, rationnelle, sensée sur Terre pourrait croire ça ? Nikola Tesla s'est investi tout au long de sa vie dans le développement de technologies permettant d'aller puiser l'énergie au-delà de la dimension 3D. Il était convaincu d'avoir reçu de l'espace des signaux cohérents d'extraterrestres. Bien qu'ayant participé à observer les confins de l'espace à la recherche d'une vie extraterrestre, Stephen Hawking, finalement, désapprouvera l'idée d'entrer en communication avec une civilisation E.T. avancée, craignant le même effet sur l'humanité que l'arrivée des Européens chez les Indiens d'Amérique du Nord. Jean-Pierre Petit, astrophysicien et ancien directeur de recherche au CNRS, dit avoir reçu des lettres rédigées par une civilisation extraterrestre. Les théories scientifiques extrêmement novatrices trouvées dans ces lettres auraient directement inspiré ses travaux en cosmologie et en magnéto-hydrodynamique. Et Nassim Haramein, chercheur-découvreur et créateur de la physique unifiée qui a ouvert la porte à des applications technologiques révolutionnaires, est quant à lui convaincu de l'existence de civilisations extraterrestres. Vous pouvez imaginer qu'il y a des civilisations, même dans notre galaxie, où il y a des milliards et des milliards de soleils, qui ont probablement des milliers d'années d'avance sur nous. Et si ce n'est pas des millions, exactement. Et pour eux, faire un voyage vers la Terre, c'est probablement similaire que pour nous, rentrer dans un avion puis aller en Australie. Et c'est pas parce qu'on a de la misère à se l'imaginer que ça n'existe pas. Existerait-il quelque part dans l'infinitude de cet univers physique qu'est notre dimension 3D, des intelligences hyper avancées, bien différentes de la nôtre et préoccupées par le comportement erratique, voire suicidaire, qui domine l'espèce humaine, des êtres si évolués technologiquement qu'ils seraient capables en un instant de passer d'un point à l'autre de l'univers ou d'une dimension à une autre, comme un plongeur passe de l'air à l'eau ou de l'air au vide. Découvrons ce qu'en pensait l'un de ces plongeurs, l'astronaute Edgar Mitchell d'Apollo 14. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. And I happen to be privileged enough to be in on the fact that we have been visiting on this planet. And the UFO phenomena is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa!
whoa, all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. I mean, listen, I've heard, like, crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announce to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. So you believe in all of you believe the whole deal? There's more nonsense out there about this than there is real knowledge, but it is a real phenomenon. It's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. Wow! So you've been briefed on the fact that we've been visited? Well, I haven't briefed at one word for it. I have been involved in much of this work. Now, it's not my main work. It's not my main interest. But I have been deeply involved in certain committees and certain research programs with very credible scientists and very intelligent people that do know the real inside story. And I am not hesitant to talk about it. What is the real inside story? Well, I've just been telling you. We have been visited. Are we in regular contact, or was it a one-off crash, or? Well, no, there's quite a bit of contact going on. I can't tell you because I don't know all the extent of it. I don't know all the inside details because that isn't my really main interest. But the fact that we have been visited, the Roswell crash was real, and a number of other contacts have been real and ongoing, is pretty well known to those of us who have been briefed and have been close to the subject matter. So you've had a long time to think about this. What do you think the impact will be on the world when it is finally mainstream news that there are alien beings that live outside this planet? Well, I think at this point it's probably ho-hum, so what's new? I think that certainly in the United States, there's well over 70% of the people now accept this as fact. Although they do not know all the correct story. They do know that there has been, or accept the fact that there has been visitation and that there's UFOs in the skies all the time that are very likely alien craft. Now, not all of them are. I suspect some of them are homegrown. I suspect that in the last 60 years or so, that there has been some back engineering and the creation of this type of equipment, but it's not nearly as sophisticated yet as what the apparent visitors have. What do you think the intent of the aliens is? Is it hostile or peaceful? No. It's not hostile. It's pretty obvious that if it were hostile, we'd have been gone by now. Really? I mean, what? We could have been. Wow. We had no defense, if that's what their real intent was. J'ai eu des expériences plusieurs fois dans ma vie avec des rencontres directes avec des êtres extraterrestres. Okay. Matériel comme lui ou spirituel? Matériel comme lui. Okay. Quelques de ces expériences-là ont été witness, comment on dit witness? Témoin par ma mère quand j'étais jeune. Okay. À quel âge? J'avais l'âge de 7 ans à peu près. Pendant un mois, presque toutes les nuits, ces gens-là... Même pour moi, c'était normal parce que... c'était normal. Je ne savais pas que ça n'arrivait pas à tous les enfants. Donc, j'avais pas un concept que c'était abnormal d'avoir des visitations comme ça la nuit. Et ils étaient très gentils avec moi. J'ai eu des très bonnes expériences. Donc, j'avais aucune peur. Et... à quel endroit? C'était à la maison? C'était à Montréal. Oui, mais à la maison? À la maison, en pleine ville? En pleine ville, oui. Okay. Et ils utilisaient une technologie où ils pouvaient passer à travers
le plafond directement. Ils apparaissaient dans le corridor entre la chambre et ma mère et ma chambre. La conscience, c'est la nature de l'être par excellence. Plus l'être se fortifie en elle, plus elle s'universalise en lui, jusqu'à lui permettre un jour de transcender la matière et l'espace-temps. La conscience, c'est l'univers, c'est l'infinitude de la vie qui vient se révéler dans l'homme. Nous sommes encore trop nombreux sur Terre à avoir oublié qu'avant d'être un corps physique, nous sommes d'abord des êtres vibratoires, peu importe l'apparence. L'homme dit moderne reste piégé par ses sens physiques et a du mal à concevoir que la vie qui l'anime est la même force intelligente qui anime la totalité des êtres vivants de l'univers. Dont certains semblent veiller sur notre évolution sans pour autant vouloir nous approcher. They are here among us, and I'm not afraid because in most cases, well, as far as technology is concerned, they're light years ahead of us, and we have learned a lot of things from them. A lot of the things that we use today, we got from them, LED lights, microchips, and Kevlar, all sorts of things that we got from their technology, and we could get a lot more too, especially in the fields of medicine and agriculture, if we would go about it peacefully. But I think maybe some of our people are more interested in getting their military technology, and I think that's wrong. I think that's wrong-headed. You've mentioned military technology and swapping technologies and barters between aliens and people in American government. I want to ask you, as a former Minister of Defense of Canada, is interstellar war a possibility? Should we be creating a Star Wars force to defend ourselves from possible invasion or something like that? Well, I think it's a possibility, but it's a possibility especially if we shoot down every UFO that comes in our airspace without asking who they are or what they want. And right from the beginning, we started scrambling planes and trying to shoot them down, but their technology was superior enough that we weren't able to get away with it. Certainly not for a long while, and during that period of time they could have taken us over without any trouble if they'd wanted to. So I think we have to, rather than develop our own Star Wars, Earth Star Wars, to protect ourselves against them, that we should work with the benign species, who are the vast majority, and work together. So these extraterrestrial creatures, where did they come from and how did they get here to Earth? They come from various places. For a long while, I only knew about ones who came from different star systems. The Pleiades, Reta Reticula, and several other star systems, but there are some in our star system, and there are actually extraterrestrials who live on a planet which is one of the moons of Saturn, and that there are others on Venus and some on Mars. They may be interacting between themselves. I suspect that they are, because there is what is called a federation of these people, and they have rules. For example, one of the rules is that they don't interfere in our affairs unless they're invited to. What, they need a special invitation to interact with us? What does it mean? Well, they don't want to tell us how to run our affairs. They have accepted the fact this is our planet and that we have the right to run it, but they're very, very concerned. They don't think we're good stewards of our planet. We're not, we're clear-cutting our forests, and we're polluting our rivers and our lakes, and we're dumping sewage in the oceans, and we're doing all sorts of things which are not what good stewards of their homes should be doing, and they don't like that, and they've made it very clear. And as a matter of fact, they have given us a warning, and this has come from more than one source. Dreadful is going to happen to it if we don't smarten up and change our ways. We spend too much time fighting each other. We spend too much money on military expenditures and not enough on feeding the poor and looking after the homeless and the sick, and playing around with these exotic weapons, thermonuclear weapons and atomic weapons,
which have such a devastating effect both on our Earth and on other areas in the cosmos, and they don't like that. And that's the reason they would like to work with us to teach us better ways, but only, I think, with our consent. And they work through individuals, and they try and pick out individuals who won't be frightened to death of them. La chambre à tachyon permet à la personne qui le désire vraiment de se réconcilier avec sa propre vérité, à la fois intime et universelle. Souvent mise à mal car l'humain se ment à lui-même pour pouvoir s'accepter dans un monde qui s'avère de plus en plus difficile, compliqué. Il m'apparaît aujourd'hui évident que les bienfaits physiques et psycho-émotionnels des chambres à tachyon ne sont pas leur seule fonctionnalité. La chambre est un outil de technologie avancée de la conscience qui favorise aussi, par l'expérience, les expansions de conscience nécessaires à un réalignement existentiel. Elle accompagne les personnes dans leur autoréparation vers une perception plus fine d'elles-mêmes, une nouvelle perception qui donne accès à de nouvelles capacités et connexions. C'est une technologie venue de la 5D, 5e dimension, qui nous éveille et nous prépare à la 5D. En fait, c'est que ça fait comme si ça faisait une anesthésie subtile, le temps qu'elle aille à toutes ces sessions, et après il y a un moment où bam, ça va revenir d'un coup. Et puis moi je vais me pointer, je vais prendre rendez-vous dans les chambres à tachyon. Et tu vas voir la soufflante qu'ils vont se prendre. Et cette sorte d'anesthésie va se dissiper. Parce que c'est comme ça qu'on va retirer la gangrène. Et elle va reprendre contact avec son corps, mais en tout cas pour cette femme, pas de la bonne manière, quoi. Ouais, tout à fait, ça va s'amplifier, ça va amplifier les mots qu'elle avait. Je n'ai jamais fait une chambre à tachyon, hein, mais j'ai ressenti ça dans mon corps. Dans la célèbre métaphore de Platon, la caverne, des hommes enchaînés sont inconscients d'être emprisonnés. N'ayant jamais rien connu d'autre, ils prennent pour seule réalité les ombres de marionnettes projetées sur la paroi devant eux par d'invisibles geôliers. Un jour, un des prisonniers réussit à sortir de la caverne et découvre la vraie lumière des étoiles, de la lune et du soleil. Non sans souffrance devant ce nouveau paradigme, il finit par accepter cette réalité infiniment plus grande que ce qu'il croyait savoir. Et pour rien au monde ne veut retourner dans la caverne, où il serait confronté à l'incrédulité narquoise de ses compagnons. Et même au fait que, persuadé qu'il est atteint de folie, certains voudront le tuer. Michio, extra dimensions is front and center in the scientific world. No longer just science fiction. I want to understand how it works in string theory, in fundamental physics, and then potentially in cosmology in large extra dimensions. How significant is this in our understanding? Let me tell you a story. When I was a child growing up in San Francisco area, I used to visit the Japanese tea garden and to visit the carp swimming just beneath the lily pads in a two-dimensional pond. I used to spend hours looking at them. They would swim forward, backward, left and right. Their eyes were to the side, and they couldn't see me. I was in the third dimension. I was in hyperspace. They were totally unaware that there was a universe beyond their pond. And then I thought, well, what happens if I reach down and grab one of the fish, lift the fish up? Maybe that fish was a scientist, and the scientist would say, bah, humbug, science fiction, there's no world of up. Up does not exist. Well, I would grab this scientist, lift them up in the world of up, hyperspace, the third dimension. What would he see? He would see beings breathing without water, a new law of biology. Beings moving without fins, a new law of physics. And then I would put the fish back into the pond. What kind of stories would he tell? Well, today, we physicists believe, we cannot prove it yet, but we are the fish. We spend all our life in three dimensions. We go forward, backward, left, right, up, down, thinking that anything beyond our pond, anything beyond our little puny universe is science fiction. We say, bah, humbug. We can't say that anymore because the concept of higher dimensions now is the biggest game in town.
Je me suis demandé si d'autres personnes étaient sorties comme moi, par ces mêmes chambres, de cette caverne 3D que nous appelons communément le réel, la réalité. J'ai découvert qu'il y en avait plus que je ne le pensais. Mais rares furent celles qui acceptèrent de partager, face caméra, considérant leur expérience comme intime, difficilement communicable. Je peux comprendre. Je remercie d'autant plus les personnes qui ont accepté de le faire ici. Quand j'ai fait ma deuxième chambre à tachyon, c'est là qu'il a commencé à y avoir un déclic, où en fait on pourrait presque se dire que c'est pas l'individu qui rencontre quelque chose, mais c'est ce quelque chose qui vient rencontrer l'individu. Ce qui est sûr, c'est que quand j'y suis et quand je ressors, je suis plus la même. I don't think that it's a function of dreaming because I'm awake and I'm experiencing myself in a higher dimensional reality. Comme si un portail s'ouvrait et dans lequel des informations sont venues s'implémenter en moi. Des informations que je connaissais mais dont je n'avais pas conscience, mais une fois qu'elles sont arrivées en moi, ces informations je les reconnais. Et c'est des informations, je ne sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas je sais qu'elles m'ont appartenu et qu'elles sont revenues à moi. C'est même plus le domaine de l'énergie, c'est le domaine du quantique, c'est le domaine... Parce qu'en fait, les tachyons, quelque part, dans la dernière séance, je les ai presque sentis. Ça crépitait dans mon corps. C'était pas ni agréable ni désagréable, c'est comme la tachycardie. Quelques minutes, c'est pas même pas ni agréable ni agréable, je constate, c'est factuel, tac, c'est là. Et là, les tachyons, je les ai remerciés. C'est presque quand des fois il y a un vent assez puissant, marin, et qu'on sent les ions du vent qui vous parcourent et qui vous réveillent. Après une séance de tachyon, je sens ma peau qui est nourrie, qui est lissée. Voilà, quelque chose qui vient me nourrir. Dès les premiers instants, dans la chambre à tachyon, ce qui m'a été révélé, c'était pas quelque chose d'inconnu, bien au contraire, c'était quelque chose qui était ancré très profondément en moi, dans un état de pleine conscience. Et je pense que c'est ça la différence avec le rêve, c'est que le rêve surgit dans un état d'inconscience. Et donc le tachyon est plus qu'une connexion avec, non pas l'imaginaire, mais le subtil. C'est comme si c'était la connexion entre l'inconscient et le conscient. Donc je suis allée par curiosité. Et alors ma première séance, quoi, dans le sens où ça m'a mis complètement, ça m'a recentré en fait. Et j'ai senti tout mon corps avec des petits picotements, des petits trucs à l'intérieur qui circulaient et une énergie tellement douce. On aurait dit que j'étais dans un cocon. Alors c'est marrant parce que je sentais mon corps, mais en même temps j'étais très légère. Donc c'est les deux en même temps. J'ai vu des choses, je me suis sentie comme une sphère en fait. Parce que je dis, bon, là, je vais écouter mon corps parce que c'est bizarre ce que je ressens. Et en fait, j'avais plus de corps, alors c'était encore plus bizarre. Que ce soit la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième séance, j'ai toujours été dans le bien-être, et encore aujourd'hui. Pour moi, c'est une porte d'ouverture, c'est un portail. Oui, donc une technologie, on l'appelle technologie si on veut. Moi, j'appelle pas ça technologie, j'appelle ça portail en fait. Hein. Portail vers quoi? Un portail vers la source. C'est un portail d'ouverture vers la source, vers l'infini, vers l'amour, vers nos origines. Voilà, l'akasha, les mémoires akashiques, enfin c'est tout ça. Moi, il me semble que je contacte ça. Et en fait, je venais pour ça, moi, clairement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'énergie tachyon est la première quête dans ma vie où je ne sais pas où je vais arriver. Et c'est pas moi qui étais un fervent admirateur du kimono et des arts martiaux, j'ai toujours voulu arriver à la ceinture noire. Parce qu'on sait que la ceinture noire, elle est en soi une ligne d'arrivée un peu. Mais là, c'est comme si c'est sans fin en fait. Et donc c'est là où je ne me pose plus de questions, mais je décide de la vitesse à laquelle j'entreprends le voyage. La première séance c'était du bien-être. Il ne s'est pas passé, à part du bien-être et un meilleur sommeil, je ne peux pas en dire plus. C'est à partir de la deuxième. La deuxième, j'ai commencé le sentiment de m'ouvrir à quelque chose d'autre qui me dépasse, qui n'est pas forcément d'ici. C'est-à-dire de cette terre, en fait, de cette planète Terre. J'avais l'impression que mon corps allait dans d'autres dimensions, pas
sur cette planète Terre? Je ne crois pas que ça puisse être qu'une sensation ou une mentalisation, parce que mon ressenti est vraiment très fort et c'est ce qui arrive en premier. C'est-à-dire qu'en fait, je ne mentalise plus ou pas du tout. En fait, je suis juste là à ressentir ce qui se passe et à ressentir l'expansion. Alors qu'est-ce que ça veut dire que d'être maître de la matière? C'est déjà de la transcender, donc de comprendre qu'il y a aussi une antimatière. C'est peut-être ce que la chambre à tachyon nous amène, c'est-à-dire qu'elle nous montre que cette expérience de vie sur la Terre peut aller plus loin que la matière. Mais alors, jusqu'à où est-ce qu'il faut aller? C'est là où en fait le champ des possibles s'ouvre d'une manière incroyable. J'ai ressenti des émotions, des connexions que je ne connaissais pas. D'accord. Vous vous attendiez à quoi à la première séance? Recevoir je sais que les tachyons, enfin je sais pas trop, mais à recevoir de l'énergie, un certain alignement, à recevoir une énergie positive. Donc voilà, je m'attendais à un bien-être, à recevoir des bonnes vibrations. Voilà, c'est ça, des bonnes vibrations. Mais là, au-delà des vibrations, c'est vraiment, les vibrations vous emmènent à d'autres niveaux de conscience. C'est ça qui s'est passé. Il existe autant de niveaux de conscience qu'il y a de variations entre soi et l'infini. Ainsi, allongé dans la chambre, vous pouvez vous retrouver quelque part hors de l'espace et du temps, ne sachant plus si vous êtes en dehors ou en dedans de vous-même. Vous êtes devenu l'espace que vous explorez. C'est ce qui m'est arrivé dès la première séance dans la chambre à tachyon de Paris. J'y ai eu un tas de choses que je n'aurais jamais imaginées, tant c'est l'opposé de ce que mon imagination aime côtoyer. Mais là, des vaisseaux de technologie inconnus, des écritures étranges, des glyphes que je ne saurais reproduire ici, des codes et pluies de lumière, des personnages surprenants, tant de choses nouvelles, impossibles à restituer. Et encore et toujours, des vaisseaux. Et aussi des trous noirs. Vous savez, quand vous fermez les yeux dans l'obscurité, au bout d'un moment, votre espace mental peut voir apparaître sur son écran noir des petits points de lumière qui finissent par faire comme un ciel étoilé. C'est dans ce ciel-là, pour moi, qu'apparaissait le trou noir. La première fois, j'ai refusé d'y entrer, et il s'est effacé. Puis il s'est représenté plusieurs fois lors de nouvelles séances, et après discussion avec le gardien de la chambre, j'ai accepté de me laisser absorber, en serrant un peu les fesses. J'avoue. À la sortie du trou noir, surprise, un autre ciel étoilé. Et autre surprise, un trou noir réapparaît encore. Et de nouveau, je me laisse absorber. Et ceci se répète en général 6 ou 7 fois, jusqu'au dernier trou, qui lui est total. Alors dans cette obscurité, au bout d'un moment, commencent les visions à distance, en noir et blanc pour moi, avec de fines nuances de gris qui me donnent l'impression de tout ressentir en couleur. Je vois, et ceci n'est qu'un exemple, 2 hommes travailler dans ce qui me semble être l'intérieur d'un bateau. Je suis tout près d'eux, je les ressens, ils ne me perçoivent pas. L'instant d'après, je n'ai rien choisi, je flotte dans l'espace. Et à ma grande stupéfaction, je vois arriver un sous-marin. Je réalise alors simultanément 2 choses. La première est que les hommes vus précédemment sont à l'intérieur de ce sous-marin. La deuxième, c'est que mon cerveau est certainement en train de se liquéfier et qu'il est grand temps que je fasse un break. Sauf que, 2 mois plus tard, je découvre le documentaire d'un certain Corey Goode qui valide entre autres des avancées technologiques militaires aérospatiales tenues très secrètes, dont les sous-marins. Et quelques temps plus tard, oh surprise, je tombe sur ceci. Donc vous avez été témoin de 2 phénomènes. Le premier étant beaucoup plus impressionnant que le deuxième, qui est aussi surprenant. Mais le premier, 3 sous-marins nucléaires en lévitation au-dessus de votre tête, avec les cheveux de votre sœur qui se dressent. Je comprends que vous ayez été très impressionné. Un sous-marin au-dessus de votre tête, qui est en lévitation, l'esprit n'est pas préparé à ça. Du tout.
Du tout. Du tout. Et en fait, raconter ça, c'est normal que d'un seul coup, on vous prenne pour un doux dingue, en fait, comme on dit. Tout à fait. Ce qui me paraît le plus dingue, autre qu'une technologie antigravitationnelle existant peut-être déjà, c'est que parfois dans la chambre, à la place des trous noirs, il y avait ce long tunnel qui m'emportait dans d'autres points de l'univers. Là encore, je ne choisissais pas. Durant le transfert qui filait à une vitesse impressionnante, j'avais l'impression d'être physiquement présent tout en sachant pertinemment que mon corps physique était resté derrière moi, allongé dans la chambre. Je voyais passer parfois ce qui me semblait être des embranchements, que bien entendu, je ne savais pas prendre. Je me permets d'affirmer ici, pour avoir pratiqué de nombreuses séances en tant qu'expérienceur ou expérimentateur, que les événements vécus dans une chambre à tachyon sont très subtils, intimes, intenses, quand ils ont lieu. Mais ces événements sont loin d'être purement imaginaires. Ils sont souvent en correspondance factuelle avec notre réalité physique ou métaphysique. Chaque personne vit dans la chambre une expérience non comparable à celle des autres. Chacun, chacune étant modèle unique, fractal anthropomorphe de l'univers absolu. Doutez-vous d'être une fractale ? Comme l'eau amène jusqu'à nos lèvres les informations de sa source et des régions qu'elle a parcourues, avant d'entrer dans notre corps, les tachyons nous informent des mondes qui sont les leurs, autant que des mondes qu'ils traversent pour arriver jusqu'à nous. Car finalement, ces chambres à tachyons s'adressent à l'humain en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce multidimensionnelle dans une communication superluminique qui déroute son mental bridé par l'espace et le temps. Elle s'adresse à l'être clair et intemporel que nous émanons, enfants, quand l'amour et la lumière manifestent en nous la pure nature de l'esprit cristallin, dont chaque humain reste dépositaire, gestionnaire et responsable sur Terre, juste avant les étoiles.